Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Kossa, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes originaire de la région de Diokwe? Plus précisément de Fakobli. D'accord. Alors, nous sommes venus à votre rencontre pour que vous puissiez nous apporter votre témoignage sur les exactions qu'il y a là-bas et dont votre famille a été victime. Voilà. Le début de la guerre, enfin, c'était depuis 2002, mais celle de 2004, ma mère, un après-midi, les gens sont arrivés, comme ça, en armes, et ils ont tiré sur eux. Elle a eu la chance de prendre son petit-fils, elle est rentrée en brousse. Elle a fait 4 mois en brousse. 4 mois en brousse. Et donc ma soeur qui me suit, elle a cherché. Nous on était ici en France, donc elle a cherché pendant 1 mois notre mère, elle a retrouvé pour la ramener sur Abidjan. Et c'est là, dans un camp, pas loin de Diokwe, on appelle ça Dibobli. Et les rebelles, ils ont surnommé ça la Maison Blanche. Et donc la Maison Blanche, c'est-à-dire quand vous arrivez là, vous avez la chance, on vous libère, vous passez. Quand vous n'avez pas la chance, on vous tue. Donc ma mère, elle est arrivée là avec, dans le cas avec ma soeur. On les a descendus. Donc quand on vous descend, c'est pour vous, soit on vous tue, quand vous êtes une jeune femme, vous restez et vous servez de femme à ces rebelles qui sont là. Et quand ma soeur est descendue, elle s'est jetée par terre. Elle s'est jetée par terre et ma mère a commencé à pleurer. Et Dieu merci, il y avait l'un des rebelles qui a dit « Qu'est-ce que vous allez faire à cette vieille femme ?» Elle dit, ils ont pris mon enfant. Et là, ils lui ont dit, remontez dans le cas avec votre enfant, laissez la vieille. C'est ce qui a sauvé la vie à ma mère et à ma soeur. Donc la région qu'elle occupe, pas loin de Séguéla, tous les matins, quand elle se lève, les rebelles qui occupent le village les insultent. Donc ce n'est pas une vie qu'elle mène. Mon oncle, le petit frère direct de mon père qui reste, il a été fusillé comme ça au village. Il tenait la main de son petit-fils, il a vu les rebelles arriver, il a fui, il a été tué. Vous savez, pour moi, témoigner aujourd'hui, parler de ça, devant une caméra, c'est une libération, c'est une thérapie. Tous les jours que Dieu fait, je suis dehors, je travaille. Mais pour moi, après le travail, il y a une certaine force qui m'anime. Je suis dehors, je rentre, j'arrive à dormir. Au lieu d'aller voir un médecin pour prendre des médicaments, ici, je sors d'ici le soir, je ne prends pas de médicaments. Et donc on a réussi à faire venir notre mère ici sur la France. Elle est ici avec moi. Et tous les jours quand je sors, elle demande, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que la guerre va terminer? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. On n'a rien fait. Ici, j'ai été votée parce que j'ai la double nationalité. J'ai été votée à Bagneux. Ils nous ont chassés pour ne pas voter. Et qui nous a chassés? C'était la police française qui nous ont chassés de la salle. Je n'ai pas voté. Ma soeur qui est restée jusqu'à 21h parce que moi je devais aller au travail, elle a été gazée. Elle a été gazée. Sa pièce d'identité qui nous ont fait croire, il faut faire l'enrôlement pour avoir une pièce d'identité pour voter. Ma soeur, elle n'avait pas sa pièce d'identité. Il y avait certaines personnes qui avaient récupéré ces pièces d'identité pour voter en faveur des policiers, de Alassane Draman. Vous voyez? Est-ce que c'est une vie, la démocratie? Donc on a lutté, on s'est mobilisé pour qu'il y ait, quand M. Hollande, le président Hollande, il avait dit, le candidat Hollande à l'époque, il disait oui, il faut un changement. On dit ce mot, il est intéressant pour nous. Le changement, il faudrait que ça soit pour tout le peuple. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé pour le voter. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé pour le voter. Donc ce changement-là, nous le voulons pour tout le peuple. Nous demandons à Hollande la démocratie. Où les enfants français se lèvent le matin, ils ont le petit déjeuner. On aimerait que ces enfants ivoiriens aient le petit déjeuner. Qu'ils arrivent à aller à l'école. Toutes les écoles sont fermées. Toutes les écoles sont fermées. Il n'y a pas un seul jour où on ne tue pas. Il n'y a pas un seul jour où on ne tue pas. Les journalistes n'en parlent plus. Personne n'en parle. Où les chaînes, iTélé, BFM, tournaient en boucle. Que Gbagbo tuait. Aujourd'hui, Gbagbo n'est pas au pouvoir. Alassane, il est au pouvoir. Qu'il arrive à maîtriser ses rebelles. Qu'il
qu'il arrive à maîtriser ces rebelles. J'ai une question justement par rapport à Ouattara. Quelle est l'action de l'armée ivoirienne par rapport aux exactions et aux massacres qui ont lieu du côté de Diokoué? L'armée c'est quoi? Je ne sais pas. L'armée c'est les rebelles. Les rebelles de Draman. Les rebelles de Draman. Et en plus de cela, toutes les prisons qu'il a ouvertes. Et donc les gens sont armés partout. Ils sont tous armés. Il ne peut plus les maîtriser. Il ne peut plus les maîtriser. Et l'ONU, ma fille, elle en lettres. Elle en première. Elle dit, maman, l'ONU c'est quoi? Je dis, je ne connais plus la définition de l'ONU. Je ne connais plus la définition de l'ONU. Puisque devant un camp de réfugiés, comment la nuit, un enfant, une femme qui est en train d'allaiter, et on peut mettre feu. On peut mettre feu. Est-ce qu'on en parle ici? On n'en parle pas. Personne, la population française n'est pas au courant. Nous vous demandons, les journalistes, qui pouvaient transmettre nos messages. Dites la vérité à la population française. D'accord, mais Madame Kossa, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Zézé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu pour nous expliquer, pour nous livrer votre témoignage sur ce qui se passe dans la région de Diokoué. Oui, je suis originaire de Diokoué, je suis né à Diokoué. Donc, je voulais vous parler de Diokoué, ce qui se passe exactement là-bas. Et ce qui se passe exactement est que, depuis le 11 avril 2011, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. La guerre, les élections ont eu lieu, un président a été élu, Laurent Gbagbo. Et la France de Sarkozy est venue bombarder la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les Ivoiriens ont fui le pays et ils ont tué au moins 5 millions d'Ivoiriens. Et particulièrement, je vais parler de Diokoué parce que je suis né à Diokoué et j'ai ma famille à Diokoué. Mon père s'appelle Yenwe Pierre, donc que tout le monde connaît parce qu'il a été juge coutumier. Et donc, à Diokoué, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Ouattara, qui se dit président de la Côte d'Ivoire, a amené des centaines de cars et qui sont arrivés par main. Et quand ils sont arrivés à Diokoué, il y a déjà 3 personnes qui savent où se trouvent des quartiers de Gula, et quartiers Guéré et quartiers des autres qui ne sont pas originaires de Diokoué. Donc ces gens s'appellent Tungara, Awatouré, Modifani et Glaouja. Et ces 4 personnes ont, quand les convois sont arrivés, les convois des Burkinabés que Ouattara a fait venir du Burkina sont arrivés, ce sont les 4 qui ont préparé le coup en réunion une nuit pour dire que voilà, c'est tel quartier, Guéré, vous allez tout brûler. Donc ils sont allés dans notre quartier, un quartier qui fait au moins 100 mètres. Alors ils ont brûlé toutes les maisons qui sont là-bas. Donc les gens ont fui, ils se sont réfugiés à la mission, à l'hôpital, à la mairie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont réfugiés, ils ont brûlé tous les quartiers. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent à l'enlèvement, à des tueries. Et qui tuent exactement? C'est les hommes. Ils enlèvent les hommes. Ce qui fait qu'ils m'ont enlevé mon petit frère. Aujourd'hui, on ne sait pas s'ils l'ont tué ou s'ils l'ont séquestré ou où est-ce qu'ils l'ont mis. Donc nous ne pouvons pas, la famille ne peut pas faire le deuil. Donc on attend ce que ça va advenir. Donc aujourd'hui, mes parents étaient dans le camp des réfugiés. Et le 20 juillet, ils sont allés encore brûler tout le camp des réfugiés. Et donc, d'autres sont morts. Ceux qui ne sont pas morts, ils ne savent pas où rentrer aujourd'hui. Ils sont encore dans les hôpitaux. On leur dit de sortir des hôpitaux, de sortir de la mairie. Pourtant, on a brûlé toutes les maisons. Et où est-ce qu'ils vont rentrer? Et donc, les gens sont dans des conditions vraiment, vraiment misérables. Misérables, alors ils ne savent pas comment faire. Et ce qui est programmé dans le plan de Ouattara et de ses prédateurs est que
il faut tuer tous les guerriers à Diokwe et en faire un champ de cacao pour les prédateurs. Alors, donc le génocide n'est pas encore fini et les tueries continuent et ils continuent à tuer. Aujourd'hui, à Diokwe, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a que les Burkinabés qu'ils appellent FSI, FSI Dozo et qui règnent à mettre à Diokwe. Donc, les habitants, la population de Diokwe est terrée dans les maisons, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller acheter à manger, tout le monde a peur. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. Très bien. Eh bien, Madame Zézé, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mademoiselle Blas. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous sommes venus à votre rencontre pour que vous nous livriez votre témoignage sur ce qui se passe, notamment par rapport à votre famille dans la région de Diokwe. Oui, pour ce qui concerne moi, ma famille à Diokwe, moi je m'appelle Blas Félicité, mon papa s'appelle Blas Gaston, et je suis née à Diokwe. Donc pour le 29 mars 2011, pour ce qui s'est passé à Diokwe, j'ai eu mon père au téléphone le dimanche soir. Et quand les doseurs sont arrivés le dimanche soir, j'ai eu mon papa au téléphone, il était en communication avec moi et ça s'est passé. Donc il a fui, il a voulu se réfugier dans la maison de sa grande sœur. Et j'ai communiqué avec lui, papa, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont fait sortir mon père par la fenêtre, le petit frère de mon papa l'a fait sortir par la fenêtre. Donc ils ont pu fuir pour aller se réfugier dans la maison de son petit frère. Et pendant ce temps, ma mère, ma soeur et mes deux petits frères, ils étaient là, les doseurs les ont attrapés. Allez-y à la mission catholique. Et mon père, comme ils l'ont fait passer par la fenêtre, lui, il a pu s'échapper. Il allait se réfugier dans la maison de sa grande sœur. Et le lendemain, j'étais au téléphone pendant toute la nuit du dimanche. J'ai causé avec mon père. J'ai dit, bon papa, s'il fait jour, tu te lèves, tu vas à la mission catholique, comme là-bas, il y a une protection, on peut te protéger. Il a dit, d'accord ma fille, le lendemain, j'irai à la mission catholique pour m'assurer que tout va bien. J'ai dit, d'accord. Donc le lendemain, il s'est levé dans sa maison de sa grande soeur. Il dit, bon, je vais à la mission. Pendant ce temps, son téléphone était toujours en marche. Je causais avec lui. Il dit, bon, je vais à la mission catholique. Et en allant à la mission catholique, de chez lui et de la maison, il y avait 100 mètres entre lui et la maison de sa grande soeur. Donc, il m'a dit, bon, je vais prendre mon pull. Comme j'ai froid, je vais prendre mon pull chez moi dans ma maison pour continuer à aller à la mission catholique. Et c'est en allant chez lui, prendre son pull, qu'ils l'ont trouvé en cours de route, un vieux de 85 ans qu'ils ont abattu devant sa maison, devant sa cour. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de nouvelles, ni le corps de mon père. Et ils ont tué, j'ai perdu 11 personnes de la même famille que mon père. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas retrouvé les corps. Ils ont incendié la maison de mon père. Mes petits frères ont fait 1 mois en brousse, sans manger, sans boire. Donc, étant ici, j'étais toute seule à faire les démarches. Je ne savais pas qui joindre au téléphone. Tout était coupé et le reste de ma famille a vécu pendant 2 mois, 3 mois à la mission catholique. Et là, pour ce qui s'est passé encore le 20 juillet 2012, là, ce qui vient de se passer, et quand encore mon petit frère qui était en classe d'examen, il était à la mission catholique, et quand encore on dit oui, il y a eu 4 Burkinabés tués sur la route de Man, donc soit disons qui les a tués, c'est les guerriers qui vivent sur le camp, dans le camp de la mission catholique, c'est eux qui ont allé assassiner les Burkinabés. Donc il faut faire quoi? Il faut rentrer encore dans le camp, assassiner les vieilles personnes, les petits-enfants, les enfants qui n'ont rien à manger, qui souffrent encore de plus, qui sont malades, qui n'ont pas de soins. Il faut aller encore les assassiner, les brûler vifs, les femmes enceintes égorger, les vieilles personnes. Donc mon petit frère encore, il a pu fuir, mes 3 petits frères, ils ont pu fuir, aller dormir encore, passer 1 semaine en brousse. Donc c'est le vendredi, ça s'est passé un dimanche ou un lundi, c'est le vendredi, j'ai envoyé de l'argent, j'ai payé le transport de mon petit frère, il allait sur Abidjan retrouver ma mère que j'allais faire soigner à Abidjan. Donc depuis ce jour, la vie de ma famille, je ne sais pas où je me trouve aujourd'hui en France. Donc voilà ce que Alassane, le gouvernement d'Alassane fait à la Côte d'Ivoire. Il cherche la jeunesse guerrée
pour les assassiner, pour installer les Burkinabés à la place des guerriers à Djokwe. Donc il faut exterminer tout le peuple guerrier pour installer les Burkinabés pour pouvoir récolter le fruit, le café, le cacao que nos parents, nos arrière-parents ont planté. Même jusqu'aujourd'hui, à là où je vous parle, le campement de mon père a été pris par des Burkinabés de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas accès à ce campement. Donc c'est les Burkinabés qui règnent là-bas. Donc voici ce que le gouvernement d'Alassane a fait à la Côte d'Ivoire au peuple guerrier. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Mademoiselle Blas, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Merci monsieur.